Bonjour et bienvenue à Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca. Je me présente à l'animation, Joël Beauchamp-Monfette, animateur régulier. J'ai avec moi en studio aujourd'hui toute une équipe, comme d'habitude. À la régie, on a Charles. Bonjour Joël. Bonjour, c'est ta première fois Charles à la régie, je pense. Exactement, aujourd'hui je m'occupe des pitons. Est-ce que t'es nerveux? Un peu, ouais, un peu, j'avoue. On sait tous que tu vas bien faire ça, de toute façon. Ah, merci, ça me fait chaud au cœur. On a aussi en studio Sarah Laflamme-Tremblay qui va nous parler du film La Mélodie du Bonheur. Bonjour Sarah. Allô. On a Jean-Noël Roland qui va nous parler de la période mérovingienne et de ses conflits. Bonjour Jean-Noël. Bonjour. On a aussi Julien Lehoux, qui est notre nouvel habitué de l'année, qui va nous parler de la révolution culturelle chinoise. Encore une fois, bonjour. On a aussi en studio deux nouveaux invités desquels vous allez entendre parler très bientôt. Frédéric Montreuil. Bonjour. Et Louis-Charles Lamontagne. Allô. Alors, est-ce que vous êtes nerveux d'être en studio pour votre première présence? Un peu, là. Un peu? Mais pas de mon côté. Bon, on va vous détendre un petit peu. Alors, on va enchaîner sans plus attendre avec Sarah Laflamme-Tremblay. Sarah, la Mélodie du Bonheur, c'est un film que tout le monde connaît. Pourquoi tu vas nous parler de ce film-là aujourd'hui? En fait, c'est mon film d'enfance que j'ai toujours adoré. Dans le temps, je le disais que c'était La Maladie du Bonheur. Mes parents ont vraiment ri de ça. Mais oui, parce que aussi, il y a Julianne Hough qui fait le personnage de Maria et Christopher Plummer qui interprète le capitaine Von Trapp, le père. Donc oui, je veux parler de ça parce que c'est aussi une comédie musicale que j'adore les chansons comme Do le Do ou Mes joies quotidiennes. Donc et du point de vue histoire, je me suis intéressée à la famille Von Trapp dans le film, mais par contre, dans la réalité, c'est pas tout à fait la même chose que dans le film. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais en fait, tout d'abord, je vais au moins expliquer un peu c'est quoi le film pour ceux qui l'ont jamais vu, que ça fait très longtemps qu'ils l'ont pas vu. Donc, en fait, ça se passe dans les années 30 en Autriche, plus précisément à Salzbourg. C'est la ville de Mozart en plus. Mais dans le film, on voit Maria, qui est une rebelle d'un couvent, qui est placée par la mère abbesse chez la famille du capitaine Von Trapp en tant que gouvernante. Puis la première fois qu'elle rencontre le père, il est froid, insensible et distant avec tout le monde, surtout ses 7 enfants, 5 filles et 2 garçons. Il siffle en plus avec un sifflet ses enfants pour qu'ils viennent en rang, de la plus vieille à la plus jeune. Avec un sifflet. Oui, avec un sifflet, ouais. Rien de moins. Rien de moins. Et en même temps, les enfants doivent marcher au pas, donc au sifflement du sifflet. Avec ça, et en rang, faut qu'ils soient à l'attention, bien droit, puis ils doivent pas parler. J'assume. Oui, c'est intense, on pourrait dire. Puis, en même temps, tout au long du film, les enfants vont connaître la musique, la chanson grâce à Maria. Au début, c'est sûr que les enfants sont malheureux parce qu'ils interagissent peu avec le père. Puis, ils vont essayer de faire quitter Maria de son poste de gouvernante, mais Maria, elle va réussir à rester. Les enfants vont l'aimer. Grâce au pouvoir de la musique. Et voilà, grâce aussi à son attention, sa gentillesse, elle est attentionnée, aimable. À ne pas confondre avec Mary Poppins, je crois, hein, c'est ça? Exact, parce que c'est la même actrice. En plus! En plus. Donc, oui, c'est ça. Elle va réussir à se faire accepter. Puis, le capitaine et elle vont finir par se marier, tomber amoureux. Et quelques jours avant l'Anschluss, en 1938, c'est l'annexion de l'Autriche à l'Allemagne nazie. Une fois revenue leur lune de miel, l'Autriche est occupée par l'Allemagne, et ils vont demander au capitaine de commander l'armée, ce que le capitaine refuse. La famille, qui est devenue une troupe de chanteurs, de Trapp Family Singers, vont remporter plusieurs concours de chant à Salzbourg et vont s'enfuir de l'Allemagne pendant la nuit en franchissant les Alpes. Mais en réalité... Moi, j'imagine que la vraie histoire est un peu différente. Sinon, c'est une drôle de chronique à la radio. Effectivement, un peu différente. Il y a des éléments qui se ressemblent et il y a beaucoup d'éléments qui ont été changés, du moins modifiés. Par exemple, certains personnages n'ont pas le même caractère. Le film se passe dans les années 30, mais en réalité, ça commence dans les années 20.
et se termine, en fait, c'est jamais terminé. Ah. Puis, mais bien sûr, la famille, c'est une vraie troupe de chanteurs nommée The Trapp Family Singers. Donc, en fait, la vraie Maria est un peu différente. Je vais vous en parler un peu plus en détail. Le père, qui est le baron George von Trapp, capitaine de l'armée, est aussi différent parce que c'est faux qu'il est distant et qu'il n'aime pas ses enfants. C'est tout à fait le contraire. Ah oui. Exact. Puis, ils ont jamais franchi les Alpes à pied, valise d'instruments à leurs mains. Puis, en même temps, une des filles, Maria, à ne pas confondre avec la Maria, mais la petite Maria, c'est... Dans une entrevue dans son mémoire, a parlé justement de sa tutrice Maria. Ça va être un peu plus compliqué à se retrouver avec les deux Maria, mais je vais vous aider là-dessus. C'est correct, tout à l'heure, on va avoir à peu près 22 Childéric, donc... Ouais, j'allais dire, c'est encore gentil. Maria. Donc, effectivement, je vais commencer par le père. Comme je vous ai dit, il sifflait pour ses enfants. En réalité, c'était un commandant d'un U-boat. Et bien sûr, avec le bruit de la mer et du vent, c'était difficile pour sa voix de porter au loin. Donc, il devait utiliser un sifflet pour appeler ses camarades de l'armée. Pour la famille, pour les enfants, il y avait une grande maison et un large jardin. Imaginez s'il devait tout le temps crier pour appeler ses enfants. Il y aurait plus de voix. Mais quand même, un sifflet, c'est un drôle de choix. Effectivement, je me suis pas arrêtée à le questionner là-dessus. Mais ça serait une réflexion philosophique, on pourrait prendre. C'est là pour des raisons pratiques. Effectivement, on pourrait rester avec les raisons utilitaires de ça. Donc, tout à fait, les enfants avaient leur propre son de sifflet et un autre signal était pour appeler tous les enfants et c'est faux qui marchaient au pas et qui restaient à l'attention. C'est ça qu'ils devaient se dépêcher parce que leur père les appelait. Il fallait bien qu'ils se dépêchent. Mais donc, on a vraiment une drôle d'image. Un père qui est à la fois gentil, mais aussi un peu la dureté du militaire. C'est vraiment une image particulière qu'on a là. Effectivement. Moi, j'ai quand même vécu dans cette atmosphère-là avec un sifflet dans les scouts et dans la forêt. On n'essaie pas d'appeler en grand cri. On n'a pas assez de voix. Donc, on a une corde, on a un sifflet avec des sifflements, des coups de sifflet particuliers pour appeler. Ou d'autres signaux aussi. Donc, moi, je le vois aussi de cette manière-là pour justement appeler pas d'une manière militaire, mais plus, faut qu'ils les appellent d'une manière réellement pragmatique. pragmatique. Ouais. Exact. Comme je vous ai dit, il était aussi attentionné. Et pour preuve, il a même construit une grosse hutte, une grosse cabane pour eux avec des hamacs. Il leur a même appris comment y dormir sans tomber du hamac. Il a aussi acheté plusieurs objets comme des canoës. Et il leur a montré à faire cuire sur un feu sans allumette des patates sur la cendre encore ardente. Étant scout, je trouve ça génial. Puis, pendant la Grande Dépression, puisque la famille a perdu tout son argent à cause de la banque, il a commencé une ferme de poulets et les enfants ont appris à prendre soin des poussins. Ah, c'est très intéressant. Mais le film parlait de Maria von Trapp. C'est qui dans tout ça? En fait, Maria, elle est née 16 ans après le capitaine von Trapp, imaginez, se sont mariés à un moment donné, le 26 janvier 1905. Et en 1924, elle est devenue candidate au noviciat du couvent bénédictin de Nürnberg. Désolée pour mon accent. Qui est à Salzbourg, à l'âge de 19 ans. En fait, aussi, Maria, c'était pas une fille destinée, selon son caractère, à rester à l'intérieur. Donc, en 1926, elle a été choisie par la mère abbesse, comme dans le film, pour aider le baron et ses enfants. Mais surtout pour être la tutrice de la jeune Maria, qui était alitée à cause de la scarlatine. Donc, elle n'était pas la gouvernante des enfants, comme dans le film. Pourquoi, en fait, elle est arrivée au couvent et pourquoi son caractère, elle préférait être à l'extérieur? En fait, sa mère est morte lorsqu'elle avait 2 ans et son père l'a quittée lorsqu'elle était très jeune. Elle a voulu aussi se dédier à sa vie au couvent. Mais, comme je vous ai dit, elle devait se séparer de ses activités qu'elle aimait tant à l'extérieur. Donc, un médecin, à un moment donné, s'inquiétait pour elle parce qu'elle était
pas en bonne santé, surtout psychologiquement, parce qu'elle devait rester à l'intérieur. Donc, c'est pour cette raison-là qu'elle a été choisie comme tutrice pour la famille. Et non parce que, comme dans le film, elle était rebelle, c'est pas la même raison, donc. C'est pas la même raison, exact. Puis, il y a eu beaucoup plus de différences avec le film. Elle a rejoint la famille en 1926, soit 12 ans avant l'action du film. Et, donc, comme je vous ai dit, elle n'était pas gouvernante et la jeune fille Maria a aussi confié en entrevue que la tutrice avait un caractère orageux, non juste aimable ou attentionné comme dans le film. Bien sûr, elle l'était, mais son caractère était plus difficile. Donc, elle hurlait, elle lançait des objets, elle claquait les portes. Toute la famille savait pas qu'est-ce qui l'avait piqué. À un moment donné, ils se sont habitués. Pour eux, c'était comme un moment, une tempête qui passe, parce qu'ils savaient que quelques minutes après, elle redevenait naturelle, on pourrait dire normale, plus attentionnée. Donc, le film la montre vraiment sous ses beaux jours, mais je comprends bien, le film a pas mis le doigt sur toute la vérité, mais en même temps, à l'exception de quelques dates, d'un manque de développement des raisons, est-ce que le reste du film est somme toute réaliste? C'est réaliste, mais ils ont pris beaucoup de liberté aussi pour que c'est un film hollywoodien, donc il faut quand même qu'il y ait une bonne fin là-dessus. Donc voilà pourquoi le film c'est presque pareil comme la réalité. Le 26 novembre 1927, soit l'année suivant l'arrivée de Maria dans la famille, le capitaine et Maria se sont mariés, soit 11 ans avant leur fuite de l'Autriche due à l'Anschluss en 1938. Je répète, c'est l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie. Mais le mariage, c'était pas parce que Maria est amoureuse du capitaine. Elle est devenue la belle-mère des 7 enfants que le capitaine avait déjà. Mais elle a commencé à aimer les enfants dès la première fois qu'elle les a vus. Pas le père, bien sûr, elle l'aimait, mais pas amoureusement. Lorsque le capitaine lui a demandé en mariage, elle n'était pas sûre si elle devait abandonner son appel religieux. Mais elle a été conseillée par les sœurs de l'abbaye en lui disant que la volonté de Dieu était qu'elle le marie. Bien sûr, il faut pas oublier, on est dans les années 1920. En même temps, Maria a aussi révélé que, je vais citer, « Je n'étais absolument pas en amour avec lui. Je l'aimais bien, mais je n'étais pas en amour avec lui. Par contre, j'aimais les enfants. Donc, dans un sens, j'ai marié les enfants. Petit à petit, j'ai appris à l'aimer. » Elle parle bien du capitaine. Plus que j'avais déjà aimé avant ou après. Ça, c'était... Faut se rappeler, Maria a fait des entrevues et elle a fait une autobiographie que je vais vous parler plus tard. Donc, elle a souvent parlé de ce qu'elle a vécu dans ces moyens de communication-là. Mais après, le film semble vraiment orienté vers la chanson. Tu nous en as pas encore parlé. Qu'est-ce qui s'est passé dans le domaine musical? En fait, en 1936, Maria et le révérend Franz Wessner ont commencé la Trapp Family Singer. Dans le film, l'homme s'appelait Max Dellweller, un promoteur musical en fait. Mais en réalité, c'était le prêtre de la famille qui a agi en tant que directeur musical pendant 20 ans. 20 ans. Exact, ouais. La chorale a été récompensée au Festival de musique de Salzbourg la même année, donc 1936, ce qui lui a valu un succès dans toute l'Europe. En 1938, la famille a fui en fait l'occupation nazie de l'Autriche juste après l'Anschluss, ou quelques temps après, en embarquant dans un train à la vue de tous, non en poussant leur voiture pendant la nuit furtivement, puis en franchissant les Alpes à pied. Un des plus jeunes enfants, toujours Maria, dans une entrevue qu'elle a fait en 2003, elle disait que la famille a dit à tout le monde qu'ils s'en allaient en Amérique pour chanter. Ils n'ont pas escaladé les Alpes alors avec leurs valises. Ils ont juste embarqué dans un train. En fait, ils ont traversé la rue, embarqué dans un train comme si de rien n'était. Pourquoi se casser la tête quand on peut faire simple? Voilà, exact. Donc, la famille a fait une tournée de concerts en Europe afin de gagner de l'argent. Faut pas oublier, ils sont dans la Grande Dépression dans les années 30. Ils ont perdu leur argent et en tant que réfugiés, ils devaient tout laisser derrière eux. Puis, ils ont fait 3 mois en Amérique. Voici à peu près leur tournée. Pendant 2 ans, ils ont pu construire une notoriété en Autriche.
Grâce à ça, la famille a pu se rendre en Italie au moment de la proclamation de l'Autriche, de l'Anschluss. Puis, c'est rendu à Londres. Ensuite, ils ont pu prendre un bateau pour se rendre à New York vers 1939, afin d'entamer justement leur tournée en Amérique. Donc, ils ont fait l'Italie, la France, la Belgique, l'Hollande, la Norvège, l'Angleterre, etc. Donc, ils ont gagné leur argent en chantant. Fait intéressant, Georges, le père, est né dans la ville de, maintenant, Zadar, qui est maintenant en Croatie. Puis, à ce moment-là aussi, c'était dans le temps, justement, du père. La ville était dans l'Empire austro-hongrois, mais elle est devenue une partie de l'Italie en 1920. D'où pourquoi ils ont pu s'en aller de l'Autriche facilement. Après leur tournée dans les années 40, ils se sont installés dans une ferme au Vermont. Et maintenant, c'est un luxueux hôtel de 200 chambres et suites avec 2500 hectares, 16 villas, etc. C'est une grosse propriété. Pour ce qui est justement du film, Maria a fait une autobiographie. Puis, je suis en train de chercher tout ça. Puis en fait, Mary Martin, qui était alors une comédienne et une chanteuse, a lu son autobiographie et a suggéré à Richard Rogers et Oscar Hammerstein d'en faire l'adaptation à Broadway. Ensuite, la famille a vendu les droits de leur histoire à une compagnie de films allemande, donc ils n'ont eu aucun contrôle sur le contenu de La Mélodie du Bonheur. Ah. D'où pourquoi il y a eu des libertés là-dessus. Puis, Maria a aussi eu des récompenses. Elle a reçu la Croix d'honneur première classe pour la science et l'art par le gouvernement autrichien pour ses activités culturelles. Je vais m'arrêter là-dessus puisque j'aurai pas plus de temps pour en discuter. Mais si vous voulez savoir à quoi ressemble la vraie Maria, je vous suggère d'aller sur YouTube ou même écouter un peu qu'est-ce que la vraie chorale de la famille a chanté. En même temps, je vous conseille aussi d'aller voir une vidéo entre Julian Juice, celle qui a fait Maria, et la vraie Maria, parce qu'ils ont eu quelques entrevues ensemble. Et tout ça est sur YouTube? Oui. Bon, ben, ça va être quelque chose d'intéressant à l'écouter. Merci beaucoup, Sarah. C'était très intéressant. Si vous avez apprécié une analyse historique de film, je vous suggère d'aller écouter la chronique de Thomas Venn du 18 janvier dernier, dans laquelle il analyse le film historique, et je m'excuse de la prononciation, Aguirre der Zorn Gottes de Claude Kinski. Donc, vous me pardonnerez la prononciation, mais on se revoit donc sur Histoire de passer le temps sur choc.ca où vous pourrez aller écouter le balado. En attendant, on s'en va en musique. Charles, qu'est-ce qu'on écoute? On écoute Helium de l'artiste Laf. Je mange la terre en main. Donne-moi tout. Faut qu'on colle ma tour. Je mange la terre en main. Donne-moi tout. Donne-moi tout. Donne-moi tout. Donne-moi tout. Donne-moi tout. Donne-moi tout. Zone grise, les étoiles vont s'aligner. Soumis à l'idée, j'ai usé ma paire sur la grande route. Zone grise, sur les toits je suis la cité. Petite bulle amusée, fais bouger les pierres sur ma longue route. En apnée, en arrêt, au neuf, nanana. À l'acmé de l'anémomètre. Stock dans le même périmètre, à maner. C'est tout le temps du pareil au même. Zone grise, les étoiles vont s'aligner. Soumis à l'idée, j'ai usé ma paire sur la grande route. Zone grise, sur les toits je suis la cité. Petite bulle amusée, fais bouger les pierres sur ma longue route. New wave comme Australopithèque, nanana. Loin d'être à des années-lumière. On a rempli des bibliothèques dans l'angoisse. Laisse-moi passer les années 2000. Blesse comme chalet. Flex souvent le stress dans le palais. Laisse on se respecte dans le salé. Saveur dans l'assiette, odeur fraîche comme Chanel. Fraîche plan s'amène. Rien qui presse, non. Atterrissage en douceur et t'as d'ivresse lente. J'ai des frérots en affaires sur des business plans. Wow, frère j'pense à mon futur, j'pense à demain. Ce qui me reste chante. Adaptation familière quand la vitesse flanche. J'construis les étapes qui font que les murs tombent jamais. En apnée, en arrêt au neuf, nanana. L'acmé de l'anémomètre. Stock dans le même périmètre, à maner.
rendu pareil au même. Zone grise, les étoiles vont s'aligner. Soumis à l'idée, j'ai usé ma paire sur la grande route. Zone grise, sur les toits je suis la cité. Début l'amuser, fais bouger les pierres sur ma longue route. Donne-moi tout, donne-moi tout, donne-moi tout. Faut qu'on colle ma tour. Je mange la terre en main. Donne-moi tout, donne-moi tout, donne-moi tout. Donne-moi tout, donne-moi tout, donne-moi tout. Le crayon est maladif. J'ai l'impression de se connaître de moins en moins avec les années. Le chemin est anonyme. Y'a personne à la porte, ça fait longtemps que je veux rentrer. Les pieds poignés dans le béton et la tête en l'air. Des prisons qu'on s'inflige, on met le bonheur sous les barreaux. C'est l'eau de la fontaine de jouvence qui se verse dans le verre. Des ambitions écrites plus volatiles que nos paroles. J'ai la tête ballon d'hélium, les jambes sous les underground. Baby, j'attends le bruit du gun, on est parti pour des body. On connaît le gun, la création sur demande. Money, on voudrait le sun, sans les sommes que ça demande. Y'a du stress dans le mix. Le but du ciel, c'est le guide. Le poids du monde qui nous fixe. On met les diamants dans la mine. Je mange de la terre en main. Donne-moi tout, donne-moi tout. On crée des ponts, plein de matos. Faut qu'on colle ma tour. Les viendra beau qu'on voit tout. Team de bombe Abdou. Jeune et vaillant. Mange de la terre en main. Donne-moi tout, donne-moi tout. On est de retour à Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca et on reprend ça immédiatement en se replongeant dans un temps lointain où George R. R. Martin ne sonnait pas si extrême que ça et j'ai nommé la période mérovingienne. Jean-Noël, dis-moi, qu'est-ce que ça mange en hiver? Ah, j'aimerais bien savoir, non. Non, avec les sources archéologiques, on peut le savoir. On a des textes aussi sur l'alimentation. Mais je vais pas parler de ça aujourd'hui. Je vais plutôt vous parler de la guerre civile franque, ou ce qu'on appelle la grande fête royale. Il faut savoir, en petite introduction, que la période mérovingienne est un peu comme le parent pauvre du Moyen-Âge. Bien que l'historiographie récente tente de redorer le blason de cette période sise entre Antiquité tardive et au Moyen-Âge. Période sur laquelle vous avez entendu quelques mots la semaine dernière de la part de Jean-Félix qui nous évoquait l'évolution de la langue latine, une langue avant tout d'élite et d'administration, puisqu'ils étaient bilingues, notamment ou trilingues, si on l'écoute. C'est déjà plus que les États-Unis aujourd'hui. Ah, c'est pas mal. Cette période mérovingienne, donc, est encore très noircie dans l'imaginaire collectif, parce qu'elle a souffert à la fois des mythes intégrateurs et fondateurs nationaux. Songez par exemple aux récupérations du 19e siècle, notamment avec Auguste Thierry en France, qui popularisa le mythe des rois mérovingiens violents et barbares et des reines sanglantes. Un peu comme je vais le faire aussi aujourd'hui, parce qu'on aime ça. Ou encore avec le 20e siècle, avec les régimes nazis et totalitaires qui récupéraient de façon diverse cette histoire. S'ajoute à cela, en plus, pauvre mérovingien, une sorte de damnatio memoriae, c'est-à-dire un oubli volontaire et appliqué sur l'histoire mérovingienne. Et provoqué par qui? Immédiatement par les usurpateurs du trône. Les Carolingiens, qui n'ont pas lésiné sur les moyens pour réécrire l'histoire à leur avantage et par ce fait même à légitimer le coup d'État de 751. On peut dire qu'ils ont bien réussi leur job. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que il y a des mensonges sur leur histoire, mais on a souvent entendu qu'ils étaient fainéants. Est-ce que ça aussi, ça fait partie des nombreux mensonges? C'est ça, en effet. Il s'agit d'une légende forgée de toutes pièces par les Carolingiens, de puissants aristocrates austrasiens du royaume de l'Est, dont je vais un peu parler à la fin, qui occupèrent d'importantes fonctions à la cour mérovingienne, dont celle de maire du palais, sorte de premier ministre en fait de l'époque, qui, profitant de l'aura et de la puissance de leur propre famille et de ces importantes alliances, s'emparèrent du pouvoir progressivement jusqu'à déposer le dernier roi mérovingien. Et un sujet qui pourrait d'ailleurs faire l'objet d'une prochaine chronique, je pense. On a hâte d'entendre ça. Avec plaisir. Pour légitimer ce tour de passe-passe, des écrits bien connus comme la vie de Charlemagne ou encore les annales de Metz n'hésitent pas à détourner l'histoire pour nous livrer un compte-rendu moins favorable des Mérovingiens. Et Ginard nous dit d'ailleurs, par exemple, je cite, « La famille des Mérovingiens avait depuis longtemps perdu toute vigueur et qu'elle ne distinguait plus que par ce vain titre de roi. » Fin de la citation. C'est gentil. Ah, c'est efficace en tout cas. Premier chapitre ou dans les 2 premiers chapitres de sa vita. Avant d'aborder cette page sombre de l'histoire de la dynastie de Mérové qui représente la guerre civile franque ou grande fête royale, je tiens avant tout à souligner quand même qu'il s'agit d'environ une quarantaine d'années d'intenses conflits entrecoupés de périodes d'accalmie sur une longue période allant du 5e siècle jusqu'à la moitié du 8e.
Loin de refléter donc l'image des barbares incultes, les Mérovingiens paraissent à la relecture des sources être les bâtisseurs d'un royaume empreint de romanité, de culture chrétienne et aussi d'ouverture sur le monde où se rencontrent francs et gallo-romains, comme le dit Régine Lejean. Juste pour être sûr, quand tu parles des Mérovingiens, tu parles de quoi? Les Mérovingiens, c'est à la fois donc la période en question qui s'étend, donc comme j'ai dit, du 5e jusqu'à la mi-8e, mais c'est aussi une famille, une dynastie, une famille des descendants de Mérové qui a donné le nom, comme les descendants de Charles, Carolus va donner carolingien. Là, pareil, Mérové, mérovingien. Ça a beaucoup de sens. Voilà. Et donc la famille royale va donner aussi son nom à cette période et donc va englober l'ensemble de la population de l'époque. Mais c'est avant tout une dynastie. Et comment est-ce qu'on connaît cette période-là? Est-ce qu'on a des sources? Les sources principales de la période, j'en ai déjà un peu parlé. Il y a des vies de saints, évidemment, des hagiographies très riches, très denses, dont celles d'évêques, de nombreuses lettres, des diplômes, des conciles, des écrits plus connus comme ceux de Grégoire de Tours, la chronique de Frédéguerre ou les histoires, les annales. Mais par exemple, Grégoire de Tours avec qui nous rédige son texte à la fin du VIe siècle. C'est un célèbre texte, c'est 10 livres d'histoire, c'est quand même lourd, c'est gros, qui nous rapporte en fait des faits avec minutie au moyen d'une plume très alerte, mais qui n'est pas dénué d'intérêt personnel, vu qu'il avait un parti pris, vu qu'il appartenait au clan austrasien. Je reviendrai sur l'Austrasie, c'est le royaume du Nord-Est. C'est notamment lui qui contribue à noircir considérablement le portrait de la reine Frédégonde lors de la guerre civile royale, une ou deux grandes fées comme j'ai dit, qui nous apparaît encore aujourd'hui comme étant plus vile que Cersei Lannister elle-même, si je puis me permettre une comparaison osée avec Game of Thrones. Oui, osé, c'est le bon mot pour Cersei Lannister, ça c'est sûr. Mais tu parles de grandes fées fées royales. En fait, c'est un terme qui vient de l'allemand ou haut-allemand et de l'anglais, fée de. On le retrouve en fait pour désigner un système de vengeance privée ou vendetta qui était autorisé dans la législation mérovingienne. C'était autorisé. Oui, les Francs étaient donc, est-ce qu'ils étaient violents ou pas? On pose parfois la question. C'est bien plus complexe évidemment, dans le sens où cette législation touche qu'en surface les mécanismes de régulation sociale. C'est le souverain et ses représentants, les évêques, les comtes par exemple, qui agissent en médiateurs. Le roi est le véritable garant de l'ordo et de la pax. Après Dieu, les rois sont les juges suprêmes. Les tribunaux étant régis par des spécialistes et connaisseurs de la loi, les Rinchambourg, qui appuyaient les comtes dans le tribunal public. Et donc le système vindicatoire, c'est-à-dire donc le fait de pouvoir se venger, était dans le droit coutumier, donc légitime. Le versement de ce Wehrgeld ou Wehrgeld, littéralement cela signifie le prix de l'homme, se faisait à la famille victime et c'était prévu et encadré par la loi afin d'apaiser la vengeance. Est-ce que t'es en train de dire que la vie avait un coût, qu'il y avait un prix associé? Ah oui, il y a des barèmes, un bras, un œil percé, une personne tuée, il y avait tout un barème de prix, c'est connu. Oui. C'était bien fait. J'arrive un peu comme ça, comme un cheveu sur la soupe. On a-t-il des exemples de ces prix-là? Oui, on a quelques exemples de comtes qui ont tué telle et telle personne. Et pour éviter un conflit trop important, ont versé cette somme-là. Mais c'est une somme importante. C'est évidemment pas n'importe qui peut se le permettre. Il faut être un homme libre, si possible aristocrate. C'est quand même un coût très, très, très élevé. Je suis persuadé que Cersei Lannister arrivait à se l'offrir, ce coût. Il faut dire toutefois que le recours au tribunal comtal ou public ne s'imposait pas systématiquement et que les grandes familles, par exemple, préféraient résoudre le conflit entre eux, évidemment. Et après tout, c'est aussi leur honneur et leur réputation qui étaient en jeu dans un système tout de même très compétitif. La vengeance est alors considérée comme légitime et c'est donc souvent sous pression royale ou par la médiation épiscopale que les conflits latents pouvaient se résoudre. Pour les paysans et les hommes libres de plus basse extraction, vous imaginez bien que la pression royale, comtale ou épiscopale suffisait à elle-même pour vous présenter rapidement, le lendemain matin, là, devant les tribunaux. Pour les grands, évidemment, c'est tout autre chose. Mais qu'en est-il du juge? Justement, quand c'est la famille royale en question, celle qui est censée faire la paix et apaiser les conflits, qui connaît la fée de. Là, on peut voir que le système a ses failles et ses limites. Mais justement, on dirait que c'est difficile de trouver c'est quoi les limites. Le système de vengeance privée ou fait d'eux implique une certaine distance sociale qui devrait en principe empêcher qu'elle se déclenche au sein d'un même foyer. Et dans les familles, sont plutôt prônées des valeurs, des vertus que l'on transmet évidemment aux générations suivantes. Donc c'est plus efficace, si je comprends bien, d'une famille à une autre que au sein d'une même famille. Au sein d'une même famille, ça existe, puisque mais c'est la rare. Famille qui c'est paye. Ça. Tout à fait.
Donc, on prône rarement la haine et la violence au sein même dans une vision d'une famille plus idéale. Mais la Fédé royale, au contraire, montre le parfait contre-exemple, ou le parfait exemple, si on veut, d'une lutte intrafamiliale, avec ici des proportions énormes, évidemment, puisque deux régnats se sont opposés. Il y a eu des massacres, évidemment, beaucoup de décès, des famines qui s'en suivent. Donc, il faut savoir aussi que le royaume de Clovis était déjà morcelé entre ses fils, comme le veut la tradition franque, et qu'il y avait déjà eu des tensions, et Clotaire, Ier, avait réussi enfin à unifier le royaume en 558. Mais, évidemment, comme toute chose a une fin, à la mort de Clotaire en 561, les tensions reprennent entre ses fils. Deux demi-frères. Et c'est pour ça aussi qu'on peut expliquer qu'il y a la Fédé au sein d'une même famille. Nous avons d'un côté le frère Sigebert, roi du puissant royaume du nord-est, l'Austrasie, et son demi-frère Chilpéric, qui gouverne le royaume du nord-ouest, la Neustrie. Et ça, depuis 561, la mort de leur père. Et quels sont les éléments déclencheurs de cette guerre civile? Outre les dissensions internes du clan, je dirais tout d'abord que la cause première est l'Aquitaine. Chilpéric n'en reçut aucune part à la mort de son père parce qu'il n'était pas issu du même mariage. Donc Chilpéric, Neustrie. Sigebert, roi austrasien, va contracter un mariage avec une princesse visigothique, le royaume espagnol alors. La fille du roi Athanagilde. Si vous avez des chiens à nommer ou des chats, ça peut toujours être utile. C'est gentil, j'allais parler d'enfants. Ça peut revenir à la mode, on peut espérer. Donc la fameuse fille en question s'appelle la reine Brunehaut, dont vous avez peut-être déjà entendu parler sur les bancs de l'école, qui en plus était très riche et belle, dit-on, et dont la dot était conséquente. Là, c'est intéressant. Et c'est là l'élément déclencheur parce que son frère Chilpéric décide lui aussi d'épouser une princesse visigothe. Il écarte pour se faire son épouse alors, et ben oui, à l'époque c'était un claquement de doigts et enfin j'exagère un peu, je grossis les traits pour la radio. Et donc il contracte un mariage en mariage Galsointe, la sœur du Brunehaut, dont on sait par témoignage qu'elle arrive elle aussi avec de nombreux chariots remplis de richesses. Si on suit les textes, il y en a à peu près 50 remplis de 50 chariots remplis de richesses. Elle vient pas en traversant les Alpes, enfin là les Pyrénées à camoufler, c'est en plein jour avec les tambours battants, etc. Oui, c'est agréable. Qu'il y avait quelques soldats autour des 50 carrosses. Ah ben c'était parfois des trésors très prisés par des armées opposées. C'est aussi tout un récit, cette histoire du trésor. C'est à ce moment précis donc qu'entre en scène la fameuse Frédégonde. Vous avez sans doute déjà entendu parler. C'est sans doute elle qui aurait inspiré George R.R. Martin pour sa fameuse Cersei, notamment. Donc il s'agit d'une servante à l'époque et une concubine de Chilpéric qui va s'occuper en fait de la chambre de Galsointe, mais qui tout doucement va rentrer dans la couche du roi et qui par jalousie convainc, dit-on, le souverain à délaisser la couche royale au profit de cette dernière. Si bien que vers 570, Galsointe, qui en a assez des injures, demande à se retirer pour rejoindre son père ou se retirer en couvent. Ce qu'il accepte d'un côté, à condition que les richesses, évidemment, de sa dot restent, mais de l'autre côté, il s'arrange en même temps pour éliminer Galsointe en l'assassinant. Triste sort pour la triste reine Galsointe, donc, dont le récit de Grégoire de Tours nous donne fidèlement les détails. Je cite. « Lorsqu'elle fut arrivée chez le roi Chilpéric, Galsointe fut accueillie avec beaucoup d'honneur et associée à lui par le mariage. Il éprouvait aussi pour elle un grand amour, car elle avait apporté avec elle de grands trésors. On voit un peu la raison du mariage. Mais son amour pour Frédégonde, qu'il avait eu auparavant comme femme, provoqua entre eux un grand différend. Elle avait déjà été convertie à la foi catholique et ointe de crème. Or, comme elle se plaignait constamment au roi d'avoir à supporter des injures et de ne jouir auprès de lui d'aucune considération, elle demanda la permission de rentrer librement dans sa patrie, en laissant les trésors qu'elle avait rapportés avec elle. Le roi, feignant de nier la chose, l'apaisa par de douces paroles. Et finalement, il la fit égorger par un esclave et on la retrouva morte dans son lit. Fin de la citation. C'est là que ça commence, Game of Thrones. C'est ça. Là, vous le voyez. On est un peu loin de la mélodie du bonheur. Effectivement. Quant au roi, après avoir pleuré la mort, il reprit après quelques jours Frédégonde, qui l'épousa. Chilpéric, qui n'est donc pas en reste, épouse aussitôt Frédégonde quelques jours plus tard. Et c'est ce meurtre qui déclenche les offensives et qui va affaiblir le royaume considérablement par des luttes incessantes sur 30 ans. Sigebert parvient même à se faire élire par des leudes, c'est-à-dire les grands du royaume neustrien. Mais Sigebert donc va parvenir à essayer de renverser le pouvoir de son frère. Donc le roi austrasien va essayer de prendre le pouvoir sur son frère neustrien, mais Chilpéric va parvenir à le faire assassiner en 575 à Virty en Artois, alors qu'il
qu'il est lui-même assiégé. Hein. C'est quelque chose, c'est épique à suivre ce récit. Le seul et unique fils qu'il ait eu avec Bruno, Childebert II, fut alors élu roi sous la tutelle de sa mère. Bah oui, il est tout jeune à l'époque. On dit que Frédégonde a commandité le meurtre du roi Sigebert, mais aussi qu'elle fit exécuter tous les autres enfants issus des concubines de son mari Chilpéric pour que son propre fils unique, le futur Clotaire II, puisse accéder au trône. Elle fit tuer finalement son mari en 584, tandis que celui-ci commençait à entretenir des soupçons sur la fidélité de son épouse. Frédégonde apparemment avait un amant qui était maire du palais. Des relations bien placées. Et donc elle va assurer la régence de son jeune Clotaire qui n'a quelques mois. Alors, est-ce qu'il y a eu des tentatives d'apaisement ou non à l'époque? Il faut savoir que le frère de Sigebert et de Chilpéric, ils étaient plusieurs, le roi de Bourgogne, Gontran, va tenter d'apaiser les tensions en devenant le parrain et en prenant pour fils l'un et l'autre des enfants, donc en essayant et en faisant signer un traité. Mais malheureusement, lui-même va mourir. Donc Childebert va devenir roi d'Austrasie, c'est le fils de Bruno, et de Bourgogne en 592. Malencontreusement, celui-ci fut empoisonné en 596. Devinez par qui? Frédégonde. Frédégonde, dit-on. Évidemment, c'est toujours des calomnies portées par des écrits plus tardifs, donc c'est beaucoup plus compliqué que ça. Fort heureusement pour cette série macabre d'assassinats, celle-ci meurt l'année suivante. Entre-temps, les jeunes fils de Childebert II héritent du royaume de leur jeune défunt père. Théodebert II reçoit l'Austrasie et Thierry II la Bourgogne, sous la régence de leur grand-mère, Brunehaut toujours. Et en 612, Thierry II va tuer son frère Théodebert. Bah oui, c'est comme ça dans la famille, on perpétue la tradition. Et donc le petit Clotaire II, qui a bien grandi entre-temps, de Neustrie, le fils de Frédégonde, qui a survécu, on ne sait comment, dans toute l'histoire, va arriver avec une alliance de souverains, d'aristocrates austrasiens bien connus, Pépin et Arnoul, deux ancêtres des Carolingiens. Et ceux-là qui font appel à Clotaire profitent de l'occasion et fait éliminer le roi austrasien Thierry II, ses fils, à l'exception de son filleul Mérové. Parce que Mérové, voilà, il l'a porté sur le baptême, et donc c'est le seul à être épargné. Mais Clotaire II, donc en digne fils de sa mère, s'empare de la vieille Brunehaut, qui a alors presque 70 ans, et il la fait torturer et mettre à mort pendant plusieurs jours avant de la faire écarteler, attachée à un chameau. Symbole ultime de la damnatio memoriae. Okay. Et le royaume est désormais unifié sous Clotaire II. Quelle triste page. Tout est bien qui finit bien. C'est comme ça que ça se passe dans le temps des fêtes. Oui. Ça va jamais durer. Hein? Mais merci beaucoup, Jean-Noël, pour ce regard sur le passé. Si vous souhaitez aller plus loin dans votre compréhension des dynasties franques, je vous recommande d'aller écouter la chronique de Jean-Félix Aubé du 27 septembre, dans laquelle il traite de la Renaissance carolingienne, la dynastie qui va suivre les Mérovingiens, et une dynastie de laquelle vous avez entendu parler beaucoup aujourd'hui. On va maintenant aller en musique. Charles, où est-ce que tu nous amènes? J'ai été un peu inspiré par l'automne, mais j'imagine que le titre fait plus référence à l'hiver, mais en fait, on va écouter... Le froid. On va écouter La saison morte de Valse Fréquence. Winter is coming. saison morte l'emporte, et tu le sais. La saison morte s'emporte, elle se rapproche trop près de toi. Tu n'es jamais à l'abri. La saison morte t'emporte. Arrive le jour ou la nuit. La saison morte te sidère. Tu cries ton cœur, mais il est crevé. La saison morte l'emporte, et tu le sais. La saison morte s'emporte, elle se cache au plus profond de toi, sûrement tombée dans l'oubli.
retour à Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca. Et s'il y a un bon moment pour étudier la politique chinoise et en parler en ondes, je pense que c'est bien ce moment-ci. Julien Lehoux est avec nous en studio aujourd'hui pour nous parler... Encore? Est-ce qu'on peut dire encore? En tout cas, Julien, parle-nous de la révolution culturelle chinoise. Encore une fois. Non, mais c'est parce qu'on fait souvent la blague entre nous que... Mais sans que mes chroniques, avant ça, je parlais de la révolution culturelle. Là, je comprends un peu la confusion, c'est que mes chroniques étaient des conséquences de la révolution culturelle. Ah. Et là, ben, pour une fois, je vais faire un peu comme une préquelle. Comme, mettons, je suis comme des Hobbits dans la trilogie du Seigneur des Anneaux. En mieux, j'espère. Bon, c'est vous qui vous allez juger ça. Bref, je rentre dans le vif du sujet. Je vais parler de la révolution culturelle en Chine. Mais surtout, je vais me concentrer sur les 2 premières années de la révolution. La révolution culturelle aura duré 10 ans. Je vais me concentrer sur les 2 premières et je vais vous expliquer pourquoi au fil de ma chronique. Mais avant qu'on rentre dans la révolution culturelle, je vais encore tourner autour du pot et je vais faire une petite mise en contexte de la Chine à l'époque. Donc, nous sommes en 1966, quelques années après l'échec du Grand Bond en avant. Le Grand Bond en avant, c'était une grande entrepris par Mao pour moderniser la Chine et vouloir rattraper son retard. C'était un moment où est-ce que toutes les campagnes chinoises devaient être collectivées et qu'il y avait un gros processus d'industrialisation au sein du pays. Est-ce que ça a fonctionné? 30 millions de personnes sont mortes. Oh! Donc, ça a été un échec seulement. Donc, ça a été un échec total où est-ce qu'il y a une famine qui a été déclenchée. Ça a été vraiment... ça a été vraiment un gros échec. Donc, après ça, ben, Mao va être discrètement tassé du parti et va être remplacé par son rival politique, Liu Shaoqi. Par contre, Mao, c'est quand même le père de la révolution communiste. C'est quand même lui qui a emmené le communisme en Chine. Donc, on peut pas vraiment le tasser aussi simplement que ça. Il va être seulement réduit au sein de symboles humains du communisme en Chine. Et au niveau, mettons, administratif, au niveau du pouvoir, c'est vraiment Liu Shaoqi qui va vraiment diriger la Chine. Mais comment est-ce que Mao va réagir à cette démotion? Parce que c'est quand même une démotion. C'est quand même une démotion importante. Ça a commencé de 59 à 66 et Mao, va pas le prendre tendrement, disons. C'est que, en fait, il supporte pas du tout sa position. Mais considérant sa position qui est rendue plus symbolique, il peut pas agir au sein du parti, il peut pas faire une forme de petite manigance pour reprendre le pouvoir aussi simplement que ça. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va sortir des rouages du parti et il va se servir de la jeunesse chinoise pour reprendre le pouvoir. Et là, je parle de jeunesse chinoise. Je parle d'eux autres parce que c'est des jeunes, dans le fond, qui ont vraiment passé toute leur vie au sein du régime communiste, qui n'ont jamais vécu d'autres systèmes avant ça. Donc, qu'on pourrait dire, qui n'ont pas de point de comparaison à faire avec le système antérieur. Donc, Mao va utiliser son statut de symbole pour faire des grandes manifestations, faire des grandes démonstrations avec tous ces jeunes-là, puis on parle des manifestations de genre 1 million de personnes qui viennent assister à un discours de Mao. Oh wow! C'est vraiment impressionnant. Et là-dessus, il va commencer ses discours et il va dire que le Parti communiste chinois est gangréné par une nouvelle caste de personnes, par des gens embourgeoisés et anti-révolutionnaires qui menacent les acquis de la révolution de 49. Mais jusque-là, ça a l'air d'une bonne stratégie. Mais en se concentrant sur les jeunes, il est loin d'où le pouvoir se trouve, non? Comment est-ce qu'il va... En fait, Mao, c'est une personne assez malin. Il va faire ce qu'il sait faire de mieux, c'est faire la révolution. Fait qu'est-ce qu'il va faire, c'est mobiliser les jeunes qui vont s'appeler maintenant les gardes rouges. Et ils vont commencer à s'attaquer disons, par l'extérieur au Parti communiste. Ce qui fait, c'est que le Parti communiste a toujours un peu la philosophie disons, d'agir selon les souhaits du peuple. Mais si le peuple au complet te désigne, toi, en tant qu'individu, comme étant anti-révolutionnaire, le parti, en tant qu'entité, ne peut pas faire autrement que de juste suivre ces directions-là. Donc oui, tu peux arriver au bureau un moment donné, ton copain, il est devenu anti-révolutionnaire, tu peux pas faire autre chose que de suivre ça. C'est un peu ça, la politique chinoise, c'est beaucoup de pirouettes intellectuelles, disons. Donc, Mao, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vraiment ramener les grands procès publics. Et ça, un peu, comment ça marchait les procès publics, c'est simple. Un individu va se retrouver dénoncé par son entourage comme étant anti-révolutionnaire, et ça peut se faire de plusieurs façons, comme des rumeurs, une dénonciation, des affiches collées au mur. Oui, on peut assumer que c'est assez facile. c'est disons assez facile. Et les gardes rouges qui faisaient, disons, quotidiennement des patrouilles dans les rues, mettons arrivé devant l'adresse du monsieur, se rendaient compte que c'est un anti-révolutionnaire, on le prend, on l'amène dans la rue, puis on va l'interroger. Puis on parle d'interrogation qui était quand même assez humiliante, je veux dire, c'est sur la place publique. Donc, puis aussi, ça implique des insultes, une intimidation, des coups physiques donnés sur la personne pour qu'il parle.
Ensuite, Donc, on revient encore à Cersei Lannister. on retourne encore à Game of Thrones. C'est une journée thématique. C'est la journée thématique Game of Thrones en ce moment. Donc, la personne va avouer ses crimes, qu'ils soient réels ou pas, parce qu'un veut pas, quand tu te fais taper sa gueule, tu vas dire ce que tu veux. Et après ça, cette personne-là va avoir une affiche qui va être affichée, accrochée sur son cou, qui va dire tous ses crimes auxquels qu'on l'accuse, et va être affichée dans la rue pendant plusieurs jours, où les passants sont encouragés un peu à l'insulter. Qu'est-ce qui se passe, c'est que les gardes rouges vont surtout s'en prendre aux membres de leur entourage. Leur professeur, ton professeur, tes parents, tes frères et sœurs, tes amis, bref. Parce que c'est ceux desquels sont entourés dans leur quotidien. Ah oui, c'est les personnes les plus immédiates. Et ce qu'il va faire, en fait, c'est que, dans la culture asiatique, puis pas juste en Chine, mais par exemple au Japon et tout aussi, il y a pas plus grand affront que d'être exclu du reste de la société. Donc en Chine, quand on est enregistré comme étant anti-révolutionnaire, on est exclu de tout le reste. Donc même si on n'a pas de peine de prison, si on n'a pas de conséquences plus graves que ça, c'est tellement un affront monumental que plusieurs personnes vont décider de se suicider au lieu que de vivre ça. De se suicider vraiment. Carrément. Donc par exemple, il y a beaucoup de cas où est-ce que des jeunes, il y a des jeunes qui vont accuser leurs parents sont mis dans des procès publics, se suicident ensuite, puis et voilà. Je digresse, mais est-ce que ça a un lien avec le fameux le déshonneur au Japon et avec les kamikazes et tout ça? Non, c'est vraiment une façon carrément différente. En fait, ça, je peux en faire une autre chronique, si tu veux. J'ai hâte d'entendre ça. Oui, pour une fois, je parlais pas de la révolution culturelle. Mais bon. Mais sinon, les jeunes font pas juste des procès publics. La révolution culturelle visait aussi, dans le fond, à abandonner toutes les vieilles traditions chinoises et de passer à un nouvel idéal marxiste qui était prôné par Mao. Donc, par exemple, il y aura beaucoup de livres qui vont être brûlés en pleine rue. Mais sinon aussi, vous avez peut-être entendu parler du grand penseur Confucius. Oui. Daniel en a fait une chronique la session passée. Sa tombe va être carrément démolie. Ça, c'est une tombe qui date de plusieurs milliers d'années. Ou sinon, ça, c'est une petite anecdote que j'aime bien. Les restes d'un empereur de la dynastie Ming, c'est une dynastie qui s'est éteinte il y a genre 400 ans, vont être déterrés. Le squelette va être rendu en procès public, va être condamné comme étant anti-révolutionnaire et il va être passé au feu. Évidemment, donc, un monarque de plusieurs centaines d'années avant était très probablement anti-révolutionnaire. Probablement, oui. Mais ça me fait penser, Jean-Noël, il n'y a pas un pape qui avait subi le même sort? Il y a un pape, je crois, c'est le 10e siècle. J'ai plus son nom là comme ça sur le bout de la langue. Alors tout ça, c'est là que j'en viens. C'est qu'il y a des grands dérapages par rapport à ça. Oui, parce que je me dis, c'est un peu comme l'Inquisition espagnole, mais au service de Mao. Au service de Mao, oui. Et je vois au moins 50 problèmes qui peuvent venir avec ça. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est le fait que les gardes rouges sont devenus un vrai problème pour Mao. Ah oui, les gardes rouges. Ce que je le mentionne, c'est que les gardes rouges, c'était pas une organisation nationale, c'était pas avec son président, c'était pas vraiment à grande échelle. À l'échelle du pays, mais c'est que les gardes rouges, c'est juste des petits groupes de jeunes qui agissaient de façon individuelle, comme des gangs. Fait que, par exemple, si moi et Joël, à la fin de la chronique, on décide de s'organiser en tant que garde rouge et d'aller dans les rues puis d'accuser les mondes d'anti-révolutionnaires, dans le contexte de la Chine, ça marchait comme ça. Un peu. Là, je simplifie au maximum, mais bon. Oui, parce qu'à Montréal, en 2019, ça fonctionnera probablement pas. Ça marchera probablement pas, non. Et là, c'est un des côtés les plus dramatiques de la révolution culturelle, c'est qu'il y a beaucoup de groupes de jeunes qui vont se rivaliser pour se dire que moi, je suis plus maoïste que l'autre. Donc, il y aura beaucoup d'autres accusations qui vont se faire. Et c'est là que j'en viens, c'est que beaucoup de jeunes ont une formation militaire. Donc il va y avoir une escalade de la violence ou comment ça va se passer? Une escalade de la violence, on va dire c'est escalader jusqu'au Mont Everest. Vraiment. C'est que pour beaucoup de jeunes, comme étant donné qu'ils ont une formation militaire, c'est très facile pour eux de se procurer une arme à feu. Ah oui. Donc, c'est pas juste des petites bagarres de rue, il va y avoir des utilisations d'armes à feu. Et sinon, je vous rappelle, qu'est-ce qui se passe au Vietnam en même temps? La guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam. Et la Chine était une des plus grands fournisseurs en armes au Vietnam à l'époque. Et il y a beaucoup de jeunes qui vont aller se mettre dans les frontières là et qui vont voler des convois de l'armée qui étaient destinés au Vietnam. Et là, je viens de rajouter 50 autres problèmes. oui, même pas 50 autres. C'est 18 millions d'armes à feu qui sont volées par les jeunes. Millions. Enfin, c'est 18 millions de problèmes. Ces chiffres-là sont-ils validés à quelque part ou penses-tu qu'il y a une exagération là-dedans? Non, ça a été vraiment validé. Dans le fond, c'est beaucoup des sources qu'on vient de la révolution culturelle, c'est beaucoup des jeunes eux-mêmes qui ont commencé à écrire sur leur sujet. C'est aussi beaucoup des rapports qui étaient vraiment très ouverts au sein du parti, parce que c'était vraiment des actions qui étaient cautionnées par le parti nécessairement. Donc, la Chine, c'est beaucoup de contradictions. Donc oui, mettons du point de vue du général, il vient de perdre ses armes, mais c'est au service de la révolution, donc c'est correct. Mais c'est 18 millions d'armes à feu là. C'est 18 millions d'armes à feu. J'ai aussi oublié de le mentionner, c'est 2,7 millions de grenades qui sont volées. Puis là, je parle c'est des AK-47, bref, c'est pas de la petite bière. Non. Et donc, avec ton jeune de 17-18 ans qui sont en AK-47, c'est 3-4 grenades qui vient dire à un autre jeune qui est anti-maoïste, on se retrouve avec des vraies batailles des vraies batailles rangées, en pleine rue.
Donc ça, c'est un premier problème. En fait, c'est que c'est une situation qui est tellement explosive qu'il y a beaucoup d'historiens qui vont dire que c'est carrément une guerre civile qui se déclenche en Chine. Bon, là, je veux pas arriver dans le débat historiographique, mais c'est vrai que c'est problématique. Là, on est rendu en 1968. Mao a rempli tous ses objectifs politiques. Il est retourné à la tête du pays. Liu Shaoqi, ses rivaux sont tous tassés, certains sont décédés. Bref, tous ses objectifs ont été remplis, mais les gardes rouges continuent encore à faire la révolution. Oui, parce que une horde de radicaux, ça peut avoir tendance à être une nuisance une fois qu'on a repris le pouvoir. Hein? Ben oui, mais c'est ça. Parce que les autres, Mao, il prenait surtout l'idée de la révolution continue. Donc oui, tu as rempli des objectifs, mais on peut encore aller plus loin. Donc, et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a toujours une espèce d'accord avec le parti. En fait, je retourne un peu en arrière, mais Mao, le 26 décembre 1966, à son anniversaire, il disait que s'il fallait qu'on fasse un choix dans la lutte entre le parti, il faut opter pour la gauche. Il faisait référence à lui-même, la droite étant son adversaire. Et qu'est-ce qui se passait? C'est que la gauche, c'est lui, la gauche, c'est les gardes rouges. Donc, du point de vue de l'armée, qui sont supposés maintenir l'ordre, on ne sait pas trop quoi faire avec ça. Donc, sinon, en entendant, c'est que chaque instance du gouvernement local est en train de se faire démanteler tranquillement par les gardes rouges, de niveau local, de niveau municipal. Je peux citer un exemple, c'est la tempête de janvier de 1967 où la ville de Shanghai au complet va devenir une commune, régie par différentes associations de travailleurs, puis bref, des comités. Et là, qu'est-ce qui se passe, c'est que c'est beaucoup de cadres du Parti communiste qui sont tassés, qui sont remplacés par les gardes rouges. Là, ça vient avec un autre problème, c'est que l'existence du gouvernement central et de l'unité du pays commence à devenir carrément menacée, en fait. Parce que si la ville de Shanghai, qui est une des villes les plus importantes de la Chine, est démantelée comme ça peut être le cas pour toutes les autres villes du pays. Bref, ça devient problématique à ce niveau-là. Et là, en plus, quelques années plus tard, Lin Biao, qui est le bras droit de Mao et le chef des armées, va donner une nouvelle directive à ses militaires. Il faut supporter les radicaux. OK. Là, on avait une autre incohérence, c'est les radicaux, c'est les gardes rouges. Eux autres même qui menacent l'unité de la Chine. Donc, que faire avec? Comme j'ai dit, la Chine, c'est tellement une histoire de pirouette intellectuelle là-dessus, c'est fantastique. Bref, d'où les 4-5 chroniques sur la révolution culturelle. J'en ai 4-5 autres en réserve. Bref, non, c'est pas vrai. Fait que dans le fond, qu'est-ce que les militaires vont faire, c'est qu'ils vont se justifier en disant, nous sommes les outils de Mao. Si tu t'opposes à nous, on rentre dans le tas. Donc, pour les gardes rouges, c'est soit qui coopèrent avec les militaires, soit qui s'opposent à eux autres, ce qui va s'amener d'autres batailles rangées. On voit l'utilisation de tanks contre les gardes rouges ou même l'artillerie à certains moments. Et sinon, j'en viens à un des épisodes les plus graves de la révolution culturelle. C'est le mouvement monter à la montagne et descendre à la campagne. C'est quoi? C'est que dans le fond, beaucoup de gardes rouges faisaient une grande romantisation de la vie à la campagne. Mettons, retourner à la terre, travailler, les paysans, tout ça. Bref, et Mao, qui est une personne, disons assez cynique, il disait que si vous aimez autant la campagne que ça, je vais vous y envoyer de force. Donc, c'est des milliers de jeunes. Puis là, on parle surtout les éléments les plus perturbateurs, des leaders politiques ou juste, mettons, un jeune qui se faisait arrêter. Bref, qui se faisaient carrément arracher leur famille de leurs cercles sociaux, qui se faisaient arracher leurs études, parce que c'était beaucoup d'intellectuels aussi, qui sont envoyés dans leur campagne, sans plus de ressources, sans rien de ça, puis maintenant, débrouillez-vous. Puis débrouillez-vous pour les 10, 30, 20, 40 prochaines années. Donc, oui, puis aussi, c'est un fardeau pour les paysans qui se retrouvent du jour au lendemain avec 4-5 jeunes à les nourrir, qui savent pas travailler la terre. Bon. Into the wild. Donc, cette campagne-là, je le mentionne, elle a commencé en 1967, puis elle va perdurer jusqu'en 1976, lorsque Mao Zedong va décéder, ce qui va conclure la révolution culturelle. Et là, j'en viens, c'est justement, au début, j'avais dit la chronique, je voulais faire juste les 2 premières années. La révolution culturelle va continuer jusqu'en 76. Par contre, il y a vraiment un tournant à partir de 67-68, c'est quand la révolution a été enlevée des initiatives des jeunes, des gardes rouges, pour être plutôt cautionnée par le parti. C'est plus maintenant les jeunes qui vont dicter comment la révolution se passe et que Mao, disons, en bénéficie, que c'est plus maintenant Mao qui va dire la révolution se fait comme ça, c'est moi qui décide. Et tous les éléments perturbateurs sont morts ou sont envoyés dans les campagnes. Il y a un lien avec le stalinisme, je pense. Est-ce que ça se peut? Il y aurait un lien avec le stalinisme, mais la Chine, c'est particulier. Je rentrerai pas dans les détails. Mais sinon, si on fallait vraiment qu'on pointe des grandes victimes, la révolution culturelle, c'est cette génération de jeunes-là qui ont été carrément endoctrinés, qui faisaient juste suivre les directions d'une figure tellement charismatique qui leur a dit de quoi faire. C'est des jeunes qui se sont retrouvés à carrément dénoncer leurs parents, dénoncer leurs amis, leurs professeurs, et qui se rendent compte qu'ils ont été remerciés en étant déportés et massacrés. Donc, j'ai mentionné, c'est un tournant de la révolution. C'est un tournant où toute une génération de jeunes qui étaient enorgueillis par leurs idées
ont été frappés par la dure réalité du totalitarisme. Parlant de totalitarisme, on retourne à toi, Joël. Mais j'ai une question. Est-ce qu'il y a eu des conséquences à l'international de la grande révolution culturelle? Pas particulièrement, parce que à l'époque, il n'y avait pas nécessairement d'ambassadeurs étrangers en Chine, il n'y avait pas nécessairement de journalistes non plus. Fait que, au niveau international, on se doutait un peu de savoir qu'est-ce qui se passait. Évidemment, on savait qu'est-ce qui se passait, mais on n'avait pas nécessairement les détails, puis on n'était pas conscient de la magnitude, l'échelle que ça prenait. C'est vraiment des années après, je dirais peut-être dans les années 80-90, quand il y a beaucoup de gardes rouges qui ont vieilli maintenant, qui ont l'opportunité de pouvoir sortir des campagnes puis de pouvoir parler, que ça va commencer à se propager puis il va y avoir vraiment une conscientisation dans l'historiographie que, l'événement s'est passé puis c'est passé de façon plus grave qu'on le pensait. Ah, je comprends. Ben, merci beaucoup, Julien. Merci à vous. On doit se demander, après tellement de chroniques en ligne sur la révolution culturelle, de quoi est-ce que tu vas pouvoir parler la prochaine fois? En tout cas, j'ai hâte d'en savoir plus. T'as mentionné le Japon. Je serais intéressé d'aller là. Je vais peut-être aller au Japon la prochaine fois. En attendant, si vous voulez en savoir plus sur la politique en Chine, j'invite tous nos auditeurs à aller écouter la chronique de Daniel Lemire sur le personnage de Sonia Tien dans l'émission du 12 avril dernier. Vous pouvez écouter ça toujours sur les ondes de choc.ca à Histoire de passer le temps. Vous pouvez aussi évidemment aller écouter ça sur Facebook, sur Spotify, sur Google Play et sur la plupart de vos plateformes de balado-diffusion préférées. J'aimerais remercier tous ceux qui étaient en studio pour partager l'émission avec moi. Donc, j'ai Sarah Laflamme-Tremblay, Jean-Noël Roland, Julien Lehoux, Frédéric Montreuil, Louis-Charles Lamontagne. À la régie, on a eu un fantastique Charles Bénard. Ici, merci beaucoup, Joël. Merci à vous tous, hein. Merci. Merci à vous. Et on se retrouve la semaine prochaine à Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca vendredi